merci à tous. Je vois beaucoup des promeneurs, c'est-à-dire des personnes qui ont avec nous participé aux dernières promenades de la semaine passée, qui ont été vraiment magnifiques. Et je vois fondamentalement un public d'experts ici. Vous êtes tous des grands experts de Paris, et on a aussi des grands profs universitaires, on a des grands prix de l'urbanisme, plusieurs dans la salle et ici, de ce côté. Donc, je pense que c'est un public incroyable, et c'est pour ça que je vais essayer d'aller très rapide, parce qu'il faut laisser de l'espace à cette discussion. Donc, nous sommes plus ou moins à la moitié de ce parcours. C'est un parcours, je le répète, qui concerne l'idée de paysage en tant que lieu perçu par quelqu'un. Et donc, on parle plutôt de perception donc de Paris, une perception qui est toujours en mouvement, qui n'est jamais stabilisée. Et donc, cet atlas ne pourra que essayer de dessiner un état de la perception des paysages de Paris. Avec Jean-Marc Besse, on s'interroge, qui fait partie de l'équipe, on s'interroge sur qu'est-ce que c'est un atlas, cet outil intellectuel très ouvert, très hétérogène qu'on veut construire, une sorte de perception plurielle, mais surtout chorale de Paris. Pour entrer dans la complexité parisienne, on a passé à travers ces 4 grands chapitres, un petit peu essayé de toucher à ce socle imaginaire, des imaginaires de Paris. Regardez Paris qui est une entité qui n'est pas contenue à l'intérieur de son périmètre, si on regarde son métabolisme, par exemple. Un Paris qui est une métropole très dense, mais qui est aussi enrichie par des vivants qui ne sont pas que les humains. Et finalement, un thème qui va, je pense, être crucial ce soir, Paris change. Donc Paris est toujours quelque chose de différent. Je pense que Jean-Christophe Bailly va peut-être reprendre ce thème. Donc je vais rapide. Les imaginaires sont sortis de évidemment plusieurs sources, y compris, par exemple, les conversations qu'on a eues avec toutes les écoles. On n'a pas encore complété le tour, mais d'architecture qui se trouvent à Paris et de paysage qui se trouvent à Paris. Les moments de conversation. Vous voyez ici quelques cartes de lecture. Par exemple, ici, les grandes continuités géomorphologiques parisiennes qui nous montrent justement que Paris n'est pas radioconcentrique, laissez-moi dire ça. Elle sort, elle a des dialogues très, très ouverts avec le reste du territoire. Les lectures croisées des milieux avec tous les ressources qu'on a, parce que Paris est une ville hyper étudiée, donc nous, on peut s'appuyer à beaucoup d'études qui sont récentes et qui ont été dédiées justement aux questions de la biodiversité et du vivant dans Paris. Et finalement, la question du changement, avec surtout le thème du climat qui va impacter évidemment les paysages parisiens, mais pas que le climat. Alors, les quelques éléments de l'atlas de paysage que je peux vous montrer aujourd'hui, ce sont tous des éléments provisoires parce qu'ils sont en construction. Mais par exemple, la carte des structures paysagères, c'est une carte très importante. Je pense que ce sera aussi une carte assez intéressante, même pour la mettre dans votre poche et se promener dans ces grandes structures paysagères. Ici, vous voyez un petit peu quels sont les grands éléments qui participent de la construction de la carte des structures paysagères que vous voyez ici. Peut-être un élément que je voudrais souligner, c'est le fait qu'on a décidé de représenter la Seine, non seulement dans son lit mineur, mais aussi dans son lit majeur. Donc, toute cette couleur bleu léger, c'est l'espace de la Seine. C'est le lit majeur de la Seine qui occupe une partie importante de Paris. Mais aussi, la Seine, c'est un système de points de repère monumentaux. Donc, les monuments comme un système de points de repère à l'intérieur de Paris. Ou évidemment, les grandes structures vertes, disons, paysagères au sens végétal du terme, les parcs, les grands parcs, les bois, etc. Je vais très rapide, comme je dis. Je rentre dans les entités paysagères. C'est un deuxième grand thème. Alors là, les entités paysagères, c'est comment on peut décrire cette ville hyper riche d'éléments, comment on peut la déconstruire, la déconstruction de Paris. On l'a fait à partir de quoi? Nous avons proposé, et c'est une des idées qui est soumise, disons, à la discussion, et qui s'appuyait à des lectures
sur des cartes historiques de Paris, mais aussi la lecture d'une littérature, disons, du XXe siècle, jusqu'aux certains livres assez récents. Vous reconnaissez la petite couverture là, c'est le livre de Jean-Christophe Bailly, Paris quand même, mais aussi des choses, disons, des romans, hein, ou des petits essais sur Paris. Et dans tous ces livres, on a trouvé justement ce thème qui est celui des différences, de la diversité, du fait que Paris, oui, on peut dire que c'est un seul grand paysage urbain, mais Paris est aussi 1000 paysages différents. Et donc, on a trouvé cette idée de village comme façon d'articuler notre lecture de Paris. Après, on l'a soumise évidemment déjà à beaucoup de discussions avec des habitants pendant les promenades. Et donc, on a d'un côté intégré d'autres villages par rapport à ceux qu'on avait reconnus, mais on a aussi suscité une discussion assez animée que peut-être va se reproduire aussi ce soir. En tout cas, nous sommes arrivés à 65-64 villages qui probablement ne sont pas tous les villages. Il y en a certainement d'autres, mais c'est très intéressant ce qui est écrit, par exemple, Éric Hazan, quand il parle du fait que justement on peut reconnaître ces lieux. Et après, il y a l'espace qu'il appelle les zones franches entre les villages. Ces zones franches dans lesquelles on trouve, par exemple, tout le dépôt infrastructurel métropolitain, donc le fait que c'est une métropole, que c'est une capitale, donc on trouve 1000 éléments qui font partie de ce rôle et qui sont vraiment des éléments qui interrompent la continuité de l'espace habité. C'est quelque chose qu'on pourrait aussi retrouver dans la très connue carte des situationnistes de Guy Debord, qui montre comment se déplacer dans Paris signifie entrer, sortir, entrer. Non, il y a toujours des seuils très, très nombreuses. Là, vous voyez aussi la dimension de la description de Guy Debord. C'est sur un tout petit morceau de Paris. Paris est beaucoup plus grande. Et quand on se rapproche de ces entre-villages, on trouve effectivement les hôpitaux, les casernes, les grands boulevards, même les parcs. Même les parcs ne sont jamais à l'intérieur, sont toujours une frange ou tangentielle par rapport à cette notion. Et comment regarder après? Donc, une fois qu'on a commencé à déconstruire cet espace en un certain nombre de paysages différents, de paysages urbains différents, on les regarde à différentes hauteurs. Donc, on a le sous-sol parisien, le rez-de-chaussée parisien qui est immensement riche, et aussi plus en hauteur, les horizons plus lointains qui sont de plus en plus prisés et sur lesquels il y a aussi beaucoup d'imaginaire qui s'est déposé. Par exemple, vous voyez ici une lecture d'un des villages qui est décrit par quelqu'un qui n'est pas trop sympa à Jean-Christophe Bailly, qui est Jean Cocteau, probablement à raison. Mais en tout cas, Jean Cocteau, il dit que Paris est composé de petites villes, ainsi comme Colette parle de Paris comme une ville faite de villages. Donc, un des villages qui est décrit dans la littérature, c'est justement le Palais Royal. Et on peut bien, quand on marche aux alentours du Palais Royal, mesurer effectivement les seuils, qui sont des seuils de dénivellation, qui sont des passages à l'intérieur, des porches, après on rentre. Donc, il y a toute une série d'éléments qu'on trouve aussi dans les autres villages, qui nous parlent de ce langage de seuil qui est très important pour lire les paysages parisiens. Après, parmi les éléments de paysage, qui est un chapitre un petit peu en construction, on peut considérer par exemple les 42, 38 ponts de Paris, ou par exemple les squares parisiens, ou par exemple les passages parisiens. Et donc, on peut commencer à construire un atlas justement de ces éléments. Et on va pas aller probablement beaucoup plus loin parce que c'est déjà très, très complexe. Sur les unités paysagères, la lecture de la topographie parisienne, c'est quelque chose qui nous semble essentiel pour nous aider à lire les paysages urbains parisiens. Parce qu'en réalité, dans les cartes, c'est quelque chose qui est complètement lissé. C'est difficile de la comprendre quand on lit les cartes. Mais quand on marche, on la comprend. Ou quand on va à vélo, on la lit beaucoup mieux. Ici, donc c'est plutôt ce croquis qui est plus intéressant, qui montre justement toutes les familles
de la géomorphologie, les buttes, les îles, les plaines, les plateaux, donc les coteaux, il y en a pour tous les goûts. Et c'est très intéressant de comprendre comment le territoire est vraiment ouvert au reste de l'île de France, et que donc cette idée très très fermée sur elle-même de Paris ne se retrouve pas du tout dans la géographie parisienne. Et après, on a superposé les villages reconnus à cette carte. Vous voyez qu'on travaille avec des cartes un petit peu particulières. C'est des grands collages, souvent, qui s'alimentent de certaines cartes historiques. Et après, on mixe avec des techniques plus récentes, disons géoréférenciées. Mais ce qui nous intéresse, c'est de restituer la perception. Et la perception est justement beaucoup plus importante que ce que la carte souvent nous communique. Donc, ce sont des cartes qui essaient de parler vraiment à haute voix. Et ici, vous voyez la superposition de certaines structures paysagères à la géomorphologie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde comme ça, on voit bien que les villages, par exemple, se placent d'une certaine façon sur cette géomorphologie. Alors, on a commencé à faire des coupes qui nous permettent de mieux situer chaque lieu, et donc peut-être d'articuler aussi un discours sur Paris qui insiste sur cet aspect des différences et non pas sur l'homogénéité, disons, haussmannienne. Ça nous semble un thème important, peut-être aussi à discuter ce soir, parce que nous sommes dans un moment dans lequel on imagine de traiter l'espace parisien à partir, par exemple, du changement climatique comme un seul espace. Et c'est peut-être le moment de penser au contraire aux différences pour comprendre que même l'adaptation au changement climatique demande une lecture très fine des différences qui se trouvent à l'intérieur de Paris. Et la carte de paysage, mais c'est juste un tout premier jet, c'est quelque chose de ce type, mais qui va évoluer. Donc une carte un petit peu hybride, qui parle qui utilise plusieurs techniques et qui peut-être pourra être plus facilement compréhensible par rapport à certaines cartes très plates qui nous restituent des images un petit peu, qu'on peut dire, anonymes presque de Paris. Voilà, donc je m'arrête ici et j'espère déjà aussi avoir mis quelques points pour la discussion, et je passe la parole immédiatement à Éric Lapierre.